Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Cette semaine, on était en mode été. Quel plaisir d'avoir ce soleil, cette chaleur. Alors malheureusement, la semaine prochaine, on annonce par chez moi du 20 degrés, voire moins de 20 degrés. Même, je crois que c'est jeudi prochain, on sera à 9 degrés le matin. Donc on est loin des températures estivales. Mais bon, en tout cas, en attendant, on va profiter de ce soleil avant qu'il ne redisparaisse et on croise les doigts pour qu'il revienne rapidement. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes tâches que je fais au potager. Alors j'avais prévu de faire une vidéo quoi faire au potager au mois de juillet, mais vu le contexte où en fait je pense que tous les potagers ont entre 3 semaines voire un mois et demi de retard. Alors soit à cause des conditions climatiques, soit à cause des limaces, soit à cause de tout un tas de ravageurs, les maladies cryptogamiques, etc. etc. Donc du coup, on reste encore sur, on va dire, la to-do list du mois de juin. Comme il a beaucoup plu, la terre elle est encore bien humide et donc on peut encore planter, même si on arrive fin juin, début juillet, puisqu'on a eu beaucoup de pluie. Donc l'enracinement va se faire avant que la terre ne soit trop sèche. Donc on peut continuer de planter. Donc je reprends ma to-do list de juin et je garde les mêmes informations pour en fait cette fin juin et ce début juillet. Alors installez-vous confortablement, le dimanche au potager, ça commence maintenant. On commence tout de suite par récolter l'ail qu'on a planté cet automne. Donc pour récolter l'ail, on vient faire pivoter et on sort le bulbe. Alors, j'ai planté de l'ail dans cette parcelle pour l'aider aussi à se décompacter. C'était pas uniquement pour avoir de l'ail, mais parce que dans ce bac, la terre était extrêmement compacte. Et donc, j'ai planté de l'ail pour aider, pour que les racines aident on va dire, au décompact. Comment on pourrait dire ça? Au fait que la terre se décompacte. Mais le désavantage, c'est que quand on plante de l'ail dans une terre compacte, les bulbes d'ail sont tout petits. Mais la terre est bien plus friable. On pourra plus facilement la travailler pour les plantations qui vont suivre. Donc, on vient de récolter l'ail. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant toute chose, on va les faire sécher au soleil une bonne journée. Donc là, ça tombe bien, il y a du soleil. Donc, je vais les mettre à sécher au soleil. Une fois qu'ils seront secs, je vais pouvoir venir les tresser de cette manière-là. Il y en a 3. Hop, j'en attrape une, je la rajoute. Je continue. J'en rajoute une autre. Je continue et ainsi de suite de manière à avoir une tresse avec un petit bouquet. Donc là, pour le moment, on les fait sécher. Vous pouvez également, une fois qu'ils sont bien secs, en fait, les stocker dans votre cave à l'abri de l'humidité et à l'abri de la lumière pour les garder le plus longtemps.
Alors comme j'ai tardé à les récolter vu toute la pluie qu'il y a eu, on voit qu'il y a certains bulbes qui ont commencé en fait à pourrir. Donc une fois que tout sera sec, je vais bien les trier, les bulbes qui sont bons et ceux qui sont pourris. Il y a une partie de cette ail qui va finir en conserve puisque je vais faire un confit d'ail. Donc de l'ail, de l'huile et des aromates de manière à conserver l'ail un maximum et puis pouvoir soit l'intégrer en fait dans de la viande, c'est-à-dire je viens piquer la viande et je viens mettre mon ail confit dedans, soit dans des plats, dans des ragoûts ou simplement en fait pour faire des tartines d'ail et par exemple de Saint-Félicien ou avec du fromage de chèvre par exemple. L'ail, c'est vraiment un condiment, une aromate qui est essentielle à avoir puisque en plus, elle vous permet l'hiver d'aider à combattre les maladies d'hiver telles que les rhumes, ça renforce l'immunité, donc on consomme de l'ail. Là, on va continuer les récoltes avec les récoltes de pommes de terre. Donc, on va tester le rendement d'une culture de pommes de terre en sac. Allez, c'est parti. Donc, l'avantage de travailler dans des sacs, c'est qu'on peut les déplacer. Et donc, du coup, je me suis mis à l'ombre pour pouvoir récolter parce que même là, il est 8 heures et quelques, il fait déjà très très chaud. Et je ne m'en plains pas. Donc, je vais enlever la terre et j'ai envie de l'ouvrir directement comme ça. Alors j'ai mis une bâche en dessous pour récupérer la terre. Comme ça m'évitera de trop galérer. Donc on est prêt? On y va? Bon, déjà, on a une pomme de terre. Donc regardez, hop, le plant de pomme de terre. Comment ça fonctionne? Voyez. Donc, il fait des petites racines et au bout de la racine, vous avez la petite pomme de terre. Après, elle pousse, elle pousse. Et quand en fait, elle a atteint sa maturité, elle se décroche par elle-même. Vous voyez, le petit bout là. Donc, quand sur les pommes de terre, vous avez le petit bout qui dépasse, en fait, c'est les racines. C'est comme si on avait coupé le cordon ombilical. Donc, ça se coupe ici. Et voilà. Vous avez une pomme de terre pourrie. Donc, ça indique que j'ai pas très bien géré l'eau. Mauvais drainage. Je fouille, mais je crois qu'il n'y en a plus. Hein. Bon, donc voilà la récolte. Le rendement, il est pérave. Hein. Donc voilà. Le rendement, bon, c'est raté. Donc si avec un sac et 3 planches, je fais si peu de pommes de terre, c'est pas gagné. Imaginez le nombre de sacs qu'il faudrait pour pouvoir nous nourrir tout l'hiver. Donc, premier retour sur la culture en sac. Le rendement, il est pas dingue. Par contre, la culture est hyper facile, la récolte est hyper facile. Donc, je pense que je retenterai l'expérience. Mais cette fois-ci, effectivement, peut-être que je vais nourrir beaucoup plus les pommes de terre avec plus de fumier. Je vais peut-être arroser plus souvent. Donc voilà. Bon, on aura testé. Allez, on continue. Maintenant, passons au tutorage, à l'entretien des pieds de tomates, puisque là, ils sont suffisamment grands, ils commencent à faire des fleurs, enfin. Donc, on va pouvoir s'en occuper. Donc, pour tutorer des tomates, vous pouvez utiliser de la corde, de la ficelle, par exemple. Une ficelle aussi de cette couleur-là. Vous avez aussi ça, qui est fait pour. C'est un espèce de fil de fer entouré d'un petit caoutchouc qui est tout mou. Ça, c'est hyper pratique. Mais avec un fil, une corde, c'est ok, hein. Ça fonctionne très bien. Vous avez aussi ce type d'attache qui vous permet justement de pouvoir faire tenir la tige principale, par exemple. Donc après, vous avez plein de façons d'attacher, tutorer vos plants de tomates. Soit effectivement, vous pouvez mettre une ficelle en bas dans le sol et du coup l'attacher par le haut, soit vous utilisez des tuteurs comme ici et puis vous essayez de faire tenir les branches et faire en sorte que le plant de tomate en fait tienne bien et que les tomates qui vont être très lourdes puissent ne pas casser les branches. Donc là, je vais venir en fait
déjà retirer quelques branches et puis décider de, on va dire, de la forme plus ou moins qu'il va prendre et quelles sont les branches que je garde. Je vais venir retirer les gourmands, etc., etc. Alors, déjà, je retire toutes les feuilles qui sont abîmées, tachées. Je les retire. Pour retirer, hein, vous pincez avec votre ongle, hein, c'est assez simple. Je crois que ça, c'est vraiment la technique que je préfère, le petit fil mou, puisqu'en fait, au fur et à mesure, vous pouvez l'agrandir. Et du coup, comment dire, le plan, la tige n'est jamais vraiment serrée, pincée. Et elle a de quoi vivre. Donc là, j'ai pris les tailles, les gourmands que j'ai coupés et je vais venir pailler avec tout autour. Donc ici, même opération, je retire les feuilles qui sont abîmées. Et je vais venir tutorer. Alors les feuilles abîmées, je ne les remets pas à l'intérieur dans le paillage. Alors voyons ce pied. Je vais enlever les gourmands. On va tout de suite y voir un peu plus clair. Souvent, en fait, j'essaye de dégager un côté de la tige pour pouvoir après le mettre en tuteur. Et j'essaye de mettre le tuteur en dessous d'une branche qui se sépare en deux. Je suis pas obligée de serrer en fait, hein. Vous pouvez le laisser comme ça, hein. C'est juste histoire tenue. Après, vous pouvez serrer un petit peu plus et desserrer au fur et à mesure que la tige va grossir. Alors j'avais planté entre chaque pied de tomate un pied de basilic, un pied d'œillet ou de chrysanthème et il n'y a plus rien. J'en profite pour désherber. Alors là je vous montre une autre technique pour tutorer les pieds de tomate. Donc vous prenez un pic comme ça, faites 2 nœuds, en tout cas que ça tienne bien, même 3 s'il faut. Vous prenez donc le pic, et là, vous venez le planter au pied de la tomate. Et ensuite, vous enroulez le fil autour du pied sans abîmer les fleurs. Vous attachez le fil en hauteur sur votre structure. Vous pouvez ensuite après replanter un petit pic, hop, près du deuxième pied de tomate. Vous l'enroulez autour du fil. Et ensuite, vous attachez le fil à votre structure. Donc maintenant, on va s'occuper des haricots verts, donc de ce bac-là, et on va venir buter l'haricot vert. Donc pour ça, pour buter les haricots et nourrir les racines, j'ai préparé un petit mélange de terre. Et donc vous avez dedans du compost bien décomposé de l'année dernière. Vous avez du fumier, le reste de terreau que j'ai pu récupérer des pots à semis. Et je vais venir en fait buter les haricots verts qui sont là. Donc pour buter, je vais simplement revenir mettre de la terre, ajouter de la terre sur les tiges, de manière à ce que la tige disparaisse et qu'elle soit bien dans la terre. Donc la même chose ici, même si il y a déjà une butte, je mets par-dessus le paillage, comme ça le paillage va se décomposer et finira par nourrir mes petits haricots. Donc comme vous pouvez le constater, hein, il y a encore des limaces. Hein.
il fait chaud. Alors il y en a beaucoup moins, mais il y en a encore. Donc ici, ils sont pas encore assez sortis. Je vais attendre un peu avant de débuter. Alors je suis assez contente parce que le melon qui est là, il a repris. C'est le seul qui a résisté, en tout cas pour le moment. On réitère la même opération sur les pieds qui sont là. Alors là, en plus, on commence à avoir des fleurs. Donc il faut vraiment bien les buter. Donc comme vous pouvez le constater, ici pareil, hein, les semis de radis se sont encore fait manger. Donc ils se sont fait manger à la fois par des limaces et à la fois par des adventices puisque vous avez des trous dedans. Maintenant, passons à la récolte des laitues dont je suis pas peu fière parce que après toutes ces péripéties, j'ai quand même réussi à avoir de belles laitues, je vous montre. Regardez. Donc on va venir récolter celle-ci. Et voilà. Une belle grosse laitue. Ce qui est difficile avec la gestion des laitues, c'est d'avoir le bon nombre de laitues au bon moment. Nous, par exemple, on va manger une laitue comme ça chaque jour. Sauf que quand on repique les laitues, souvent on les repique en fait tout en même temps. Et donc du coup, elles sont prêtes quasiment tout en même temps. L'idéal, ça serait de pouvoir en repiquer une tous les 2-3 jours de manière à pouvoir échelonner vraiment les récoltes et de pas avoir trop de salades qui sont prêtes en même temps. Donc voilà, une belle grosse salade. Donc je suis assez contente parce que mes petites cages à salade ont bien fonctionné, ont bien empêché les limaces de venir les manger. Et nous, on va se régaler. Pour le retirer, il suffit juste de tirer. Donc regardez comment est fait un pied de blette. Regardez, hop. Vous avez ce qu'on appelle ici une racine pivotante. C'est la racine principale. Elle est toute droite. Et après, vous avez les racines secondaires qui vont venir après par là. Mais la taille racinaire est pas dingue en fait. Mais ça, c'est dû à ma terre qui est beaucoup trop compacte. Les racines ont du mal en fait à se frayer un chemin. Donc, il va falloir que j'apporte beaucoup de matière organique, beaucoup, peut-être un peu plus de sable cet automne pour rendre ma terre moins compacte. Donc là, je vais récupérer les petites feuilles et puis le reste au compost. Donc là, pareil, on va venir retirer la laitue qui est donc montée. Donc je vais récupérer les feuilles et puis ensuite, la grande tige principale, elle finira au compost. Allez. Alors pour la retirer, hein, c'est assez simple. Il faut juste tirer dessus. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. On va d'une. Une deuxième. Une troisième. Ok. Ça c'est fait. On va retirer celle-là aussi, elle est montée. Et toutes celles-ci. Alors peut-être que celle-ci, on peut la récupérer. On va mettre ici. Voilà. Ça c'est monté. Effectivement, ça c'est monté. Hop, on retire ça aussi. Alors, j'enlève les feuilles des choux qui sont abîmés, celles qui tombent par terre, pour éviter que ça pourrisse. Je les laisse dans le bac. Hein. Là, on va retirer les épinards. Hop. On va se passer un coup de griffe. Ce soir, j'arroserai au purin d'ortie. Bien évidemment, comme chaque semaine, on va faire un peu de désherbage, puisque ici, on a une terre argileuse, donc elle est propice aux liserons. Donc j'ai énormément de liserons, donc voilà, je vais venir en fait enlever une partie, puisque en dessous il y a quelques pieds de tomates, enfin peu des pieds de tomates. Et si j'espère, si je croise les doigts, si je veux faire en sorte qu'ils repartent, il faut qu'ils puissent être à la lumière et pas étouffés par le liseron. Donc je vais désherber tout ça. Et puis le liseron, il va avoir tendance à prendre les nutriments des plantes que j'ai semées ou que j'ai plantées, et donc ça sera en leur défaveur. Donc on désherbe. Là, on va rajouter dans ce bac, vu qu'on vient de désherber un petit peu, on va rajouter
des tagettes, donc des œillets d'Inde qui sont nains, s'appellent Mister Majestic. Ça promet du rêve. Alors, ce sont des graines que j'ai achetées au marché des fleurs à Amsterdam. Je vais venir faire un rang ici, entre les deux. Je rebouche. Je tasse légèrement et je vais venir arroser. Passons maintenant à ce bac. Donc là, il y avait le nigel, une tentative de pied de concombre et de cornichons qui en se sont fait dévorer par les limaces. Donc là, j'en profite pour aérer la terre, puisque là, elle a bien croûté. Et ensuite, je vais retenter pour la 4e fois de repiquer des concombres et des cornichons. C'est mes derniers. Donc quand j'aurai repiqué cela, il n'y en aura plus. Et puis, bah, soit on aura des concombres et des cornichons, soit on n'en aura pas et il faudra en acheter. Alors, pour repiquer mes 2 derniers plants de concombres, on va simplement écarter le paillage, venir faire un trou. Hop. Et on va venir mettre le plant et recouvrir comme ceci. On va pas enterrer plus, hein, parce que si on enterre plus, il y a un risque de pourriture. Donc on le laisse exactement comme ça. Hop, on va remettre la terre. On tasse bien. Et on vient remettre le paillage. Entre les deux, puisque je vais remettre un pied de concombre ici, je vais planter un zinnia. Et là, c'est la même chose. Je retire le paillage. Je fais un trou. Là, je vais enlever les feuilles fanées. Hop, je défais un peu la motte, parce qu'elle a fait un petit chignon. Un peu plus profond. Je vais venir mettre ma motte, de manière à ce que le zinnia soit bien droit. Je viens, je rebouche, je tasse. Voilà. Et je recouvre avec le paillage. Une fois qu'on a repiqué, on vient arroser bien au pied, on vient plomber. On met une bonne quantité pour permettre un bon enracinement. On évite de mouiller les feuilles parce qu'au premier coup de soleil, elles vont brûler. Ensuite, on revérifie que c'est bien tassé. Et voilà, et cette fois-ci, on croise les doigts, les doubles doigts. Il faut qu'elle tienne. Voilà, la vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!